Bienvenue dans Codex de la Vengeance. Je m'appelle Grace Taylor. J'ai 27 ans. Le soir où mon mari m'a traité de remplaçable, j'étais assis à table, entouré de toute sa famille, un verre d'eau gazeuse à la main, vêtu de la robe qui, selon lui, me donnait l'air d'avoir ma place quelque part. Je me souviens exactement du son de ce mot. Pas fort, pas en colère, décontracté. Comme on dirait passe-moi le sel ou regarde la météo. Il l'a dit entre deux bouchées du poulet rôti de sa mère, avec un demi-sourire, comme s'il faisait une remarque sur la météo et non comme s'il était en train de déconstruire 3 ans de ma vie devant 8 personnes. Grace est remplaçable, a-t-il dit. Chaque femme pense qu'elle est irremplaçable. C'est ça le plus drôle. Son frère rit. Un rire bref et sec, comme celui d'un phoque. Sa sœur baissa les yeux sur son assiette. Sa mère se resservit un verre de vin sans croiser mon regard. Et la conversation reprit son cours. Un match de foot. Une promotion. Le prix de l'essence. Je suis restée assise là, parfaitement immobile. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas jeté mon verre d'eau, ni fait de scandale, ni quitté les lieux plus tôt. Je suis restée assise là, dans cette robe jaune, et j'ai senti quelque chose se déposer en moi comme du béton qui se solidifie. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'aucun d'eux n'aurait pu comprendre à ce moment-là, c'est que je m'étais déjà préparée précisément à cela. Depuis des mois. Et 3 semaines plus tard, Daniel m'appelait 11 fois en un seul après-midi. Je n'ai pas décroché une seule fois. Avant de vous raconter la suite, j'aimerais vous poser une question. Et je veux que vous y réfléchissiez vraiment. Avez-vous déjà été dans une pièce où quelqu'un vous a rabaissé à néant? Et le pire, ce n'était pas ce qu'il ou elle disait, mais le fait que tout le monde autour de lui, elle, laissait faire. Ou le silence des personnes en qui vous aviez confiance semblait plus assourdissant que la cruauté elle-même. Si vous ressentez la même chose, restez avec moi. Car cette histoire est pour vous. Et si vous regardez ceci d'un endroit très éloigné, Londres, Lago, Manille, ou que vous soyez à cette heure-ci, je veux que vous sachiez que ce que je vais vous raconter m'a tout pris. Mais cela m'a tout rendu. Laissez-moi vous dire qui les gens pensaient que j'étais. Ils pensaient que j'étais la fille chanceuse. Voilà l'histoire. Grace Taylor, une fille ordinaire issue d'une famille modeste d'une ville moyenne, s'est retrouvée, on ne sait comment, avec Daniel Mercer, dont la famille était fortunée depuis des générations. Possédait un important patrimoine immobilier et un nom qui ouvrait toutes les portes de notre ville comme une clé ouvre une serrure. Sans effort. Naturellement. Les gens me voyaient et ils voyaient une femme qui avait été promue. Sortie de la médiocrité. Ayant accès à une vie qu'elle n'avait pas méritée. Ses amis le disaient, sans le dire, à leur façon de me détourner légèrement lors des soirées. À la façon dont sa mère me demandait « Et qu'est-ce que tu as étudié ?» Déjà. Avec une patience si calculée qu'elle en était presque méprisante. À la façon dont Daniel lui-même me présentait parfois lors d'événements comme ma femme. Puis changeait aussitôt de sujet. Comme si une description plus détaillée n'était pas nécessaire. C'est ce qu'il croyait. Voici ce qui était vrai. J'étais titulaire d'un master en analyse financière, obtenu dans un programme qui n'acceptait que 11 étudiants par an. Avant de rencontrer Daniel, j'avais passé 4 ans à développer mon activité de consultante indépendante. Un travail calme et technique, impliquant des feuilles de calcul à minuit, des conférences téléphoniques à 7 heures du matin et une concentration mentale soutenue que la plupart des gens trouvent véritablement épuisante. J'avais 3 clients fidèles qui me payaient par mois plus que le frère cadet de Daniel ne gagnait en un trimestre. J'avais des économies. J'avais des placements. J'avais un plan. J'avais délibérément gardé tout cela secret. Non pas parce que j'avais honte. Non pas parce que je me cachais. Car dès le début de ma relation avec Daniel, j'avais remarqué quelque chose. Quand je parlais de mon travail, son attention se détournait. Pas de façon spectaculaire, juste légèrement. Un léger retrait, comme une plante qui se détourne d'une source de lumière trop intense.
Il était plus à l'aise quand je le soutenais. Quand j'étais plus douce. Quand je lui posais des questions sur ses projets plutôt que de lui parler des miens. Je me suis dit que ce n'était rien. Je me suis dit que j'étais flexible. Que je faisais preuve de compréhension. Que les femmes fortes savaient parfois se retenir pour le bien d'une cause plus importante. Je me trompais sur ce que je faisais. Mais je ne le comprendrai que bien plus tard. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée de collecte de fonds 3 ans avant ce dîner. Daniel avait ce charme si particulier que certains hommes dégagent une confiance absolue en l'effet qu'il produisait. Ce qui, paradoxalement, le rendait d'autant plus puissant. Il riait facilement. Il avait une belle posture. Il se souvenait des noms. Il posait des questions pertinentes et, pendant ces 30 secondes où il vous accordait toute son attention, vous aviez l'impression d'être la personne la plus intéressante de la pièce. Je n'étais pas naïve. J'avais déjà rencontré des hommes comme Daniel. Mais il y avait chez lui quelque chose de profondément authentique. Sous son apparence de façade, un humour pince sans rire, une autodérision qui transparaissait parfois en privé, une vulnérabilité qui laissait transparaître par petites doses, si rare qu'on se sentait privilégié lorsqu'on en recevait une. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an et demi. Nous avons été fiancés pendant 8 mois. Et avec le recul, je peux maintenant voir clairement le schéma. Comme on voit une tache sur un tissu quand la lumière la frappe sous le bon angle. Le premier moment décisif, et je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Mais je le comprends maintenant, remonte à 6 mois après le début de notre relation. Je venais de signer un contrat important avec un nouveau client. Le plus gros que j'ai jamais eu. J'étais vraiment aux anges. J'ai appelé Daniel depuis le parking de mon bureau. Encore grisé par cette énergie qui accompagne la construction d'une relation concrète. Il m'a écouté. Il a dit « C'est super, chérie ». Puis il m'a parlé d'une affaire que son père avait conclue ce jour-là. Et nous avons passé les 20 minutes suivantes à en parler. Cette phrase avait son importance. « C'est super, chérie ». 4 mots. Prononcés comme on salue quelqu'un qui éternue. Et puis, on passe à autre chose. À quelque chose de plus important. Je l'ai rangé quelque part sans même lui donner de nom. Le deuxième moment marquant s'est produit lors d'un dîner. 8 mois plus tard, chez un ami de fac de Daniel. Nous étions 6 à table. Quelqu'un a demandé ce que chacun faisait dans la vie. Le tour de table fut le suivant. L'avocat, architecte, directeur marketing, financier, Daniel, puis moi. Quand ce fut mon tour, je commençai à expliquer mon travail de consultante, le travail en lui-même. L'analyse des données. Les clients et Daniel dit. Avec douceur. Naturellement. Comme s'il me rendait service. Grâce faite un peu de freelance. Dans la finance. Mais c'est vraiment elle le pilier de notre foyer. Il m'a souri en le disant. Tout le monde acquiesça poliment et passa son chemin. Je suis restée assise là. Je lui ai souri en retour et j'ai pensé. Il est fier de nous. En tant qu'équipe. Il ne le disait pas de manière méprisante. Il simplifiait simplement les choses pour que tout le monde comprenne. Je me suis trompée. Mais il me faudrait bien plus de temps pour comprendre ce que je regardais réellement. Nous nous sommes mariés en septembre. Une petite cérémonie. Comme je le souhaitais. Même si la famille de Daniel avait insisté pour une réception plus grandiose. Sa mère, Patricia, avait des opinions bien arrêtées sur presque tout, et notamment sur ce à quoi devait ressembler le mariage de la famille Mercé. Elle voulait un lieu photogénique. Elle voulait une liste d'invités comprenant des personnalités locales. Elle voulait, je crois, une mariée qui soit une digne toile de fond suffisamment belle, suffisamment gracieuse, suffisamment discrète pour l'événement principal, la famille Mercé elle-même. Je portais une robe ivoire. Mon bouquet de renoncules blanches était à mon bras. Daniel a pleuré en me voyant descendre l'allée. Et j'ai longtemps gardé en mémoire ses larmes comme la preuve d'une vérité essentielle en lui. Les premières semaines de mariage se sont bien passées. Mieux que bien. Même.
Il y a une intimité particulière au début du mariage à laquelle je ne m'attendais pas. La façon dont la vie commune se construit. Les routines s'installent. Une nouvelle forme d'intimité se crée entre deux personnes. J'aimais ça. J'étais heureuse. Mais il y a toujours des petits détails. Et je commençais à être moins encline à les ignorer. 2 mois plus tard, le cabinet de Daniel organisait un dîner avec des clients. J'y assistais en tant que son épouse. Un des associés principaux m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Avant que je puisse répondre, Daniel a dit « Elle gère le foyer. » Vous savez comment c'est. L'associé a acquiescé. Je n'ai rien dit. Au bout de 3 mois, j'ai mentionné à Daniel que j'envisageais de démarcher un client important, une expansion significative pour mon activité. Il m'a écouté. Puis m'a demandé, lentement et prudemment, « Avez-vous vraiment la disponibilité pour cela actuellement ? Avec tout ce que nous construisons ici. » Ce que nous construisions, c'était une relation de confiance, pas un chantier qui mobilisait toute la main-d'œuvre disponible. J'ai donc nuancé mes propos. Je me suis retenue. Je me suis dit que je restais mesurée. 4 mois plus tard, nous étions chez sa mère pour le déjeuner du dimanche, un rituel hebdomadaire que j'avais pris l'habitude de considérer comme incontournable, quels que soient mes autres engagements. Patricia me demanda, avec une douceur parfaite, si j'avais songé à réduire un peu mon activité de consultante maintenant que j'étais installée. « Tu as une vie bien remplie maintenant », dit-elle en jetant un coup d'œil à sa cuisine, comme si la richesse de ma vie était évidente à travers les meubles et la belle vaisselle. Certaines femmes trouvent cela soulageant. Je l'ai regardée et j'ai dit, très poliment, « J'adore mon travail. » Elle sourit et dit, « Bien sûr que oui. » Sur un ton qui signifiait littéralement « Pour l'instant ». Cette phrase avait de l'importance. Pour l'instant. 5 mois après notre mariage, Daniel et moi avons eu notre première vraie dispute. Pas un désaccord. Une dispute. Les voix se sont élevées. Une porte qui n'a pas claqué, mais qui s'est fermée avec une fermeté qui en disait long. Tout a commencé, comme souvent, par un détail insignifiant. Il avait prévu de nous voir un samedi sans me consulter, un rendez-vous que j'ai dû annuler car j'avais déjà un appel client de prévu. Il était frustré. Il m'a reproché d'être toujours en train de travailler. Je lui ai répondu que je l'avais prévenu pour l'appel. Il a prétendu que j'étais sur la défensive. J'ai rétorqué qu'il ne m'avait pas consulté. La tension est montée crescendo. Et puis il a dit quelque chose que j'ai clairement entendu et noté, mais auquel je n'ai pas réagi sur le moment. Il a déclaré « Une épouse ne devrait pas avoir à être planifiée comme une réunion d'affaires. » Je l'ai regardé. Il n'était pas cruel, à proprement parler. Il le pensait sincèrement. Il avait grandi en voyant sa mère organiser sa vie entièrement autour de celle de son père. Son agenda social dicté par ses engagements. Son identité dépendant de son rôle au sein du foyer. Il avait intégré cela comme l'ordre naturel des choses. Il pensait décrire un mariage heureux. Il pensait me dire ce qu'une épouse devrait désirer. J'ai dit, très calmement, « Je vous entends. » Et je suis allée me coucher. Et je suis restée allongée là, dans le noir, à repenser à tout. Pas paniquée. Pas accablée de chagrin. Avec une lucidité froide et nouvelle. Comme si j'avais allumé un néon dans une pièce où je me déplaçais jusque-là à la lueur d'une bougie. Je me suis dit, il ne me voit pas. Il voit une fonction que je suis censée remplir. Je me suis dit, sa famille ne me voit pas non plus. Il voit un accessoire qui devrait apprendre à se taire. Je me suis dit, et j'ai laissé faire. Je me suis faite plus petite, plus silencieuse, plus douce, croyant que c'était une forme d'amour, alors qu'en réalité, c'était une façon de disparaître. Et ce soir-là, j'ai cessé de réagir. Et j'ai commencé à observer. À partir de cette nuit-là, j'ai porté une attention différente. J'ai remarqué combien de fois Daniel me coupait la parole lors des dîners. Pas de manière agressive, mais avec fluidité.
comme quelqu'un qui change de voie sur l'autoroute, sans clignotant parce qu'il n'a jamais eu besoin de regarder dans ses rétroviseurs. J'ai compté. Une fois. Conversation à table. 2 autres couples. 2 heures. Il a repris la parole. Interrompu ou terminé mes phrases 11 fois. Il n'a jamais été impoli. Au contraire, il était chaleureux. Accueillant. Tout le monde à table l'appréciait énormément. J'ai remarqué comment mon nom était utilisé dans les conversations de sa famille. La femme de Daniel en mon absence. Grâce en ma présence, mais avec une intonation particulière qui me maintenait du côté des invités. Sa sœur, Meredith, était cordiale, d'une manière parfois réservée. Une chaleur qui ne laisse aucun doute sur les limites de ce que l'on peut s'approprier. J'ai remarqué la façon dont Daniel parlait d'argent. De notre argent. Techniquement parlant, nous avions un compte joint alimenté par nos 2 contributions, mais dans sa façon d'en parler. De ce qu'il fallait dépenser. Quand? Pourquoi? Les décisions passaient toujours par lui. Il n'était pas autoritaire au sens propre du terme. Il avait simplement des opinions plus tranchées, qu'il exprimait avec plus d'assurance. Et j'étais d'accord avec lui parce que j'avais décidé, au cours de ces premiers mois, que choisir mes combats signifiait lâcher prise sur la plupart des choses. Je ne choisissais pas mes combats. Je les abandonnais. J'ai remarqué ces shows et je n'ai pas réagi. J'ai commencé à prendre des notes, non pas des entrées de journal intime dramatiques, mais des observations claires et précises. Datées. Précises. Le genre de notes que l'on tient quand on comprend que la clarté sera importante plus tard. Et j'ai continué à travailler. Discrètement. Régulièrement. Sans en faire un sujet de discorde. Mon activité se développait. J'avais pris de nouveaux clients depuis que Daniel m'avait suggéré de réduire la voilure. Je commençais à me préparer pour quelque chose de plus ambitieux, une possibilité que j'envisageais depuis un certain temps, sans toutefois m'y engager pleinement. Une proposition de partenariat avec une société de services financiers qui suivait mon travail depuis plus d'1 an. Personne dans l'entourage de Daniel n'était au courant. Non pas que je les trompais, mais parce qu'il ne m'avait jamais posé de questions. Et ce n'était même pas le pire. Le pire, c'était un mardi soir, 6 semaines avant le dîner. Daniel était sorti avec des collègues. Il est rentré à 11 heures. Pas ivre mais détendu. Dans cette euphorie particulière que l'alcool peut parfois induire chez les personnes déjà bien dans leur peau. Il s'est assis au bord du lit pendant que je lisais et m'a dit, avec une affection un peu désinvolte, « Tu sais ce que j'aime chez toi. Grâce. Ta simplicité. » Je l'ai regardé. Il sourit. Je le dis comme un compliment. Certains hommes ont des femmes qui sont constamment, vous savez, exigeantes. Compliquées. Toujours à la recherche de quelque chose. Et vous êtes simple. Vous vous occupez de vos petites tâches. Vous faites en sorte que tout fonctionne. Vous ne vous prenez pas la tête avec tout. Il a dit cela avec un regard plein d'amour. Il s'est penché et a écarté une mèche de cheveux de ma joue. J'ai dit, c'est gentil. Il s'est endormi en 4 minutes. Assise à la lumière du lampadaire. Je pensais, des petits boulots. Et quelque chose en moi, quelque chose qui se fissurait discrètement depuis des mois, a finalement explosé complètement. Je n'ai pas pleuré. Je te l'ai dit. Je ne fais plus ça. Bah pour ça. J'ai repensé à la proposition de partenariat. J'ai repensé aux conversations que j'avais eues. Avec précaution et discrétion. Ces dernières semaines. J'ai repensé à la décision que j'avais sans cesse repoussée. J'ai repensé au fait que je l'avais repoussée. Au moins en partie. Parce que j'attendais, inconsciemment, un signe de Daniel, une forme de reconnaissance. À un moment où il me verrait clairement et où il deviendrait possible de lui révéler la vérité sur ce que je construisais. Cette nuit-là, à la lueur de la lampe, alors que mon mari dormait à 1,20 m de moi, j'ai cessé d'attendre. J'ai accepté l'offre. Par voie électronique. Discrètement. Depuis mon téléphone. Puis j'ai posé le téléphone face contre table de nuit. J'ai regardé le plafond et j'ai pensé. Maintenant.
Il faut attendre. Le dîner eut lieu 3 semaines plus tard. Patricia organisait des dîners de famille mensuels, une tradition que j'avais d'abord trouvée charmante et que j'avais fini par comprendre comme une forme de gestion centralisée de l'information. Autour de cette table, la famille se réunissait. Les versions des faits étaient confirmées. Les positions étaient définies. C'était élégant. En réalité, si l'on y prêtait attention, Patricia dirigeait cette table comme un chef d'orchestre dirige son orchestre, sans que cela paraisse nécessaire. Nous étions 8 ce soir-là. Daniel et moi. Ses parents, Robert et Patricia. Son frère, James, et la petite amie de celui-ci. Qu'elle sait. Sa sœur Meredith et son mari. Todd. Le repas était bon. Le vin était encore meilleur. Robert parlait d'une transaction immobilière commerciale qu'il envisageait. James avait une nouvelle voiture. Meredith décrivait un voyage qu'elle et Todd prévoyaient. J'étais présente, attentive. Je posais les bonnes questions. J'étais, et je le reconnais maintenant, avec une sorte d'humour distant simple. Puis James a parlé d'une collègue. Une femme ambitieuse. Apparemment. Quelqu'un qui se prenait trop au sérieux. Il a dit qu'elle avait des idées. Et Daniel rit. De cette manière facile et spontanée qui le caractérisait. Et dit « Les femmes font ça. Elles commencent à penser qu'elles sont irremplaçables. Toutes les femmes pensent qu'elles sont irremplaçables. » Il m'a regardé en disant ça. Pas méchamment. Presque avec tendresse. Comme si je faisais partie de son observation anthropologique. Grace est remplaçable, a-t-il dit. Chaque femme pense qu'elle est irremplaçable. C'est ça le plus drôle. James rit. Kelsey regarda sa fourchette. Meredith regarda son assiette. Robert regarda Daniel avec une pointe de fierté. Patricia se resservit du vin, et je restai assise, immobile, dans ma robe jaune, et je sentis le béton durcir. J'ai souri. J'ai pris une gorgée d'eau. Je n'ai rien dit. La table a continué à tourner. Sur le chemin du retour, Daniel était de bonne humeur. Il a parlé de la transaction immobilière dont Robert avait parlé. Il réfléchissait déjà aux avantages que la famille pourrait en tirer. À un feu rouge, il a posé la main sur mon genou, comme il le faisait lorsqu'il se sentait bien et en confiance. Et j'ai réalisé qu'il avait complètement oublié ce qu'il avait dit à table. Je ne l'ai pas refoulé. Je ne l'ai pas regretté et je suis passé à autre chose. Je l'ai oublié. Cela ne lui avait rien coûté. C'est ce qui comptait. Souvenez-vous-en. De retour chez moi, j'ai enlevé ma robe jaune. Je l'ai soigneusement suspendue et je me suis dit. Je n'en aurai plus besoin. Je ne parle pas de la robe. Je parle de l'image que je renvoyais de moi-même. S'ensuivirent 3 semaines. 3 semaines que personne autour de moi ne put déceler. Car en apparence, rien n'avait changé. J'assistais toujours au déjeuner du dimanche. J'étais toujours agréable au dîner. J'étais toujours l'épouse que Daniel avait décrite à sa famille. Simple, facile à vivre, et charmante juste ce qu'il fallait. Mais en dessous de ça, les choses bougeaient. Le partenariat que j'avais accepté était loin d'être anodin. Le cabinet, Calloway RS Financial Group, était un acteur régional majeur. L'offre de partenariat comprenait une participation au capital, un salaire de base à 6 chiffres et le titre de Senior Consulting Partner. L'annonce de mon arrivée était en préparation par leur service de communication. Un communiqué de presse, des publications spécialisées et leur newsletter destinée aux clients. Je leur avais demandé de reporter l'annonce à 3 semaines. Le temps de régler une affaire personnelle. J'ai passé ces 3 semaines à être méticuleux. J'ai consulté une avocate, Sandra, que j'avais rencontrée des années auparavant par le biais de mon réseau professionnel et en qui j'avais une confiance absolue. Je lui ai fait part de mes réflexions. Elle m'a écouté, a posé des questions précises et m'a donné des conseils avisés. Je n'ai agi ni de manière agressive, ni par esprit de vengeance. Je faisais simplement
ce que toute personne financièrement avisée dans un partenariat déséquilibré devrait faire. Bien comprendre sa situation avant qu'un changement important ne survienne. J'ai documenté mon parcours financier indépendant. 4 années de documents comptables. Contrats clients assortis de clauses de confidentialité. Déclaration fiscale. Compte d'investissement. La trace écrite d'une personne qui, discrètement et avec constance, a bâti quelque chose de concret. J'ai informé 2 de mes plus anciennes clientes, qui me suivaient depuis mes débuts, de ce changement. Toutes 2 ont réagi avec un enthousiasme immédiat. L'une m'a envoyé une bouteille de champagne. L'autre m'a fait parvenir un message que je conserve précieusement. Elles vont enfin pouvoir profiter pleinement de toi. Quelle chance! Je n'en ai parlé à personne dans l'entourage de Daniel. Non pas par peur, mais parce que j'avais appris une chose durant ces mois d'observation. L'information n'est un pouvoir que si elle est maîtrisée. Dès qu'on la diffuse prématurément, on perd la capacité de décider quand et comment elle sera perçue. J'allais décider du moment et de la manière dont cela se produirait. Un jeudi matin, l'équipe de communication de Callaway RS a diffusé l'annonce. La diffusion était excellente. Bulletin d'information du secteur. LinkedIn. 2 publications économiques régionales et leur propre réseau. Conséquent. À 10 heures du matin, mon téléphone affichait 47 notifications. Je les fais taire. J'ai préparé du café. Assise à la table de la cuisine de mon appartement, j'étais rentrée chez moi 6 jours plus tôt. Discrètement, pendant que Daniel était à un congrès. Après avoir laissé une lettre calme et claire qui ne laissait rien présager de ce qui allait arriver, j'ai bu mon café et j'ai regardé par la fenêtre ce jeudi matin. J'ai repensé à la table du dîner. À la robe jaune. C'est ça le plus drôle. J'ai repensé à ces 4 années passées à construire quelque chose de concret. Alors que tous ceux qui m'entouraient ne voyaient qu'une fille chanceuse. J'ai repensé à ce mardi soir. À la lumière du lampadaire et à tes petits boulots. J'ai fini mon café. Mon téléphone affichait 11 appels manqués de Daniel entre 10h et 2h. Il l'avait vu. Laissez-moi vous expliquer comment je connais le reste des événements. Car je n'étais pas présent pendant tout ce temps. Meredith m'a appelé à 14h15. J'ai décroché. Car j'avais décidé de répondre précisément à son appel. C'était elle qui avait jeté un coup d'œil à son assiette pendant le dîner. C'était elle qui, au fil des mois de mon mariage, avait parfois laissé transparaître quelque chose qui trahissait son assurance. Un regard, une hésitation, un instant qui suggérait qu'elle était plus consciente qu'elle ne le laissait paraître. Elle a dit « Grâce ». J'ai dit « Salut, Meredith ». Il y eut un silence. Un long silence. Je le laissai respirer. Elle a dit « Callaway RS ». Oui, ai-je répondu. Nouvelle pause. Associé conseil principal. C'est exact, je pouvais entendre sa respiration. Je pouvais percevoir cette capacité si particulière d'une personne à se réajuster en temps réel, à repasser en revue tout ce qu'elle croyait savoir et à le réexaminer à la lumière d'informations différentes. Elle dit lentement. « Depuis combien de temps construisez-vous cela ?» J'ai dit. « Un moment. » Elle a dit. « Est-ce que Daniel ?» Et elle s'est arrêtée. Parce qu'elle connaissait déjà la réponse. J'ai dit. Il m'a traité de remplaçable. Meredith. Le silence qui suivit cette phrase fut l'un des plus profonds que j'ai jamais entendus. Ni gênant, ni hostile. Juste absolu. Comme une pièce après l'arrêt de la musique. Elle a dit. Très doucement. Je sais. Et puis. Je suis désolée. Elle a été la seule à le dire. Je tiens à le souligner. Dans tous les échanges qui ont suivi les jours suivants, et ils ont été nombreux, elle a été la seule à présenter ses excuses. J'ai dit « Merci ». Et c'était tout ce dont nous avions besoin. Les premiers messages de Daniel étaient confus. 11 appels, puis un message vocal que j'ai écouté une fois avant de le supprimer, puis une série de SMS qui retraçaient son évolution émotionnelle avec une précision quasi clinique. Première réaction.
L'incrédulité. Pouvez-vous me rappeler? Il me semble avoir vu quelque chose vous concernant chez Calloway RS. Est-ce exact? Les points d'interrogation d'un homme qui n'a pas encore de cadre de référence pour comprendre ce qu'il voit. La deuxième phase. Le réajustement. D'accord. C'est donc réel. On peut en parler. Je n'étais pas au courant. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? On passe de la confusion à une tentative de reformulation. Le pourquoi ne me l'avez-vous pas dit est intéressant. On cherche à mettre en cause ma propre gestion de l'information, plutôt que les circonstances qui l'ont rendue nécessaire. La troisième vague. Quelque chose qui ressemblait à une émotion, mais qui se manifestait comme l'anxiété lorsqu'elle se déguise en sentiment. Grâce. Je t'aime. Rappelle-moi. S'il te plaît. Il faut qu'on en parle. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le mot amour surgit alors, accomplissant la tâche qu'on lui confie dans ces situations. Tenter de ramener les choses à un terrain familier. Je les ai tous lus. Je n'ai répondu à aucun ce jour-là. Ce qui s'est passé ensuite, et je le sais parce que je l'ai appris de 2 sources indépendantes, c'est que Patricia a convoqué une réunion de famille. Pas officiellement. Mais Patricia avait le don de réunir les gens. Jeudi soir, Meredith et James étaient tous deux chez leurs parents. Robert était présent. J'imagine que Patricia, imperturbable comme toujours, était assise en bout de table, et ils discutèrent de la situation. Voici ce dont ils discutaient. Le fait que la femme, qu'ils avaient classée comme décorative, facile à gérer, chanceuse, remplaçable, était assise tranquillement parmi eux depuis des mois, avec une identité professionnelle et une situation financière qu'aucun d'eux n'avait pensé à rechercher, car ils avaient déjà décidé qui elle était. J'aurais aimé être dans cette pièce. Non pas pour être témoin de leur malaise, ce n'était jamais le but, mais pour assister à l'instant précis où l'histoire qu'une famille se raconte doit être révisée. Ce moment possède une dimension que je trouve fascinante. Patricia m'a appelé vendredi matin. J'avais délibérément choisi les appels auxquels je répondrais. Meredith. Oui. Patricia. Oui. Mais le deuxième jour. Le premier. Daniel. Encore. Elle a appelé à 9h. J'ai attendu jusqu'à 9h15. Puis j'ai décroché. Elle a dit. Grâce. Comment vas-tu? Le calme de sa voix était extraordinaire. Je l'admirais sincèrement. Une autre femme aurait peut-être commencé par s'excuser, donner des explications ou tenter d'établir une relation de confiance. Patricia, elle, n'en fit rien. Elle garda son sang-froid. Elle me demanda comment j'allais, comme si nous entamions un simple échange informel. J'ai dit, je vais bien. Patricia, merci de votre appel. Elle a dit, j'imagine que ces derniers jours ont été chargés. Oui, ai-je dit. L'annonce s'est bien passée. Il y eut un bref silence. Je ne savais pas, dit-elle. Et pour Patricia, cette phrase était énorme. C'était la plus grande vulnérabilité qu'elle s'autorisait. Non, ai-je répondu. La plupart des gens ne l'ont pas fait. Elle a dit. Daniel, lui, ne l'a pas fait. Non, un autre silence. Puis, avec précaution, il aimerait vous parler. Je sais, ai-je dit. J'ai vu ses messages. Elle attendit. Elle était trop maîtresse d'elle-même pour forcer les choses. J'ai dit. J'ai besoin d'un peu de temps. Patricia. Elle a dit. Bien sûr. Un silence. Puis quelque chose que je ne lui avais jamais entendu dire auparavant, quelque chose de petit et de fragile. Tu es doué dans ce que tu fais. Ce n'étaient pas des excuses. C'était ce qui s'en rapprochait le plus. Je l'ai accepté tel quel. Merci, ai-je dit. Cela compte beaucoup. Et je le pensais vraiment. Non pas parce que j'avais besoin de son approbation, mais parce que je comprenais ce que cela lui coûtait. Je veux vous parler de dimanche. 6 jours après l'annonce, j'avais accepté par un SMS soigneusement rédigé.
suivant les conseils de Sandra sur la façon d'aborder les choses, de rencontrer Daniel dans la maison que nous avions partagée. Logistique neutre. Je serais là l'après-midi. Il serait là. Et nous discuterions. Je me suis habillée avec soin. Pour lui. Pour moi. Il y a une différence. Et ça compte. J'étais habillée en gris. Des lignes épurées. Les cheveux tirés en arrière. Je suis entrée dans cette maison où je m'étais faite plus petite, plus douce et plus silencieuse pendant 9 mois, et je me suis sentie très calme. Daniel était dans la cuisine quand je suis entrée. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas bien dormi. Son aisance naturelle avait laissé place à une certaine instabilité. Et j'ai compris qu'à cet instant, il me voyait différemment, comme on change de regard sur une pièce après avoir découvert une porte qu'on n'avait jamais remarquée. Il a dit « Grâce ». J'ai dit « Salut, Daniel ». Il s'est approché de moi et je me suis assise à la table de la cuisine, ce qui a créé une structure naturelle assise. Calme, sereine, et il s'est assis en face de moi. Et pendant un instant, aucun de nous n'a dit un mot. Il a dit « Je ne savais pas. Je sais que tu ne l'as pas fait. » Ai-je dit « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Je l'ai regardé. Calmement. Sans colère. Sans animosité. Parce que, dis-je, quand je parlais de mon travail, ça ne t'intéressait pas. Et quand je t'en parlais, ça te paraissait insignifiant. Tu as réduit mon plus gros contrat à de simples petits boulots de freelance. Tu appelais mon travail tes petits boulots. Et puis, devant toute ta famille, à table, tu m'as dit que j'étais remplaçable. Et tu as oublié avant même qu'on soit de retour à la voiture. Il ouvrit la bouche. Il la ferma. Je ne suis pas en colère. Ai-je dit. Et c'était vrai. Mais je veux que vous compreniez que j'étais là depuis le début. Vous avez simplement décidé qui j'étais avant même de me regarder. Il resta longtemps silencieux. La bonté humaine de Daniel, celle qui m'avait fait croire en lui, transparaissait dans ce silence. Il écoutait vraiment. Il assimilait vraiment ce qu'il disait. Il ne se défendait pas. N'esquivait pas la question. Ne la reformulait pas. Il a finalement dit « Je crois que je pensais » et il s'est arrêté. Puis il a repris. Mon père a toujours, c'était comme ça que ça fonctionnait dans notre famille, je sais. Ai-je dit. Je l'ai regardé. Il regarda la table. Il n'était pas le méchant d'une histoire. Il était quelque chose de plus complexe et, à certains égards, de plus triste. Un homme qui avait si complètement intégré un ensemble de croyances qu'elles lui semblaient réelles, qui avait organisé son mariage autour d'elles sans jamais les examiner, et à qui l'on demandait seulement maintenant, au prix de grands sacrifices, de voir ce que cela avait engendré. Et il a dit « Y a-t-il quelque chose, pouvons-nous, je ne sais pas. » Ai-je dit. Et c'était vrai aussi. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin que tu prennes vraiment le temps de réfléchir à ce que je t'ai dit. Et pas seulement à ses conséquences pratiques pour nous. Il hocha la tête. Je me suis levée. J'avais dit ce que j'étais venu dire. Je l'avais dit sans fureur, sans mise en scène, sans aucun de ces troubles qui auraient fait de mes propos une affaire d'émotion plutôt que de vérité. Je me suis dirigée vers la porte. J'ai posé la main sur le cadre et je me suis retournée. Non pas pour faire du drame, mais simplement parce qu'il y avait encore une chose à régler. Daniel, ai-je dit. Il leva les yeux. Je n'ai jamais eu la chance de t'avoir. Nous étions égaux. Je t'ai juste laissé l'oublier. Je suis sortie dans l'après-midi du dimanche. Il y a une sensation particulière qui survient après qu'un long effort silencieux porte enfin ses fruits. Ce n'est pas un triomphe comme je l'imaginais. Ce n'est pas bruyant. C'est plutôt comme la sensation de déposer un poids énorme qu'on a porté si longtemps qu'on n'en sentait plus le poids, puis de se tenir droit. De sentir la longueur de sa colonne vertébrale et de respirer pleinement pour la première fois. C'est l'impression que j'ai eue pendant ces semaines. Et pendant les mois qui ont suivi. Mon expérience chez Calloway & Ress a été extraordinaire. Le travail était conséquent.
Véritablement stimulant. De ceux qui exigent le meilleur de soi-même et qui offrent bien plus encore. Mes collègues m'ont perçu avec une totale clarté dès le premier jour, non pas parce que j'avais quoi que ce soit à prouver, mais parce que le contexte était transparent dès le départ. Je n'étais ni l'épouse de quelqu'un, ni une simple figurante. J'étais associée principale, présentée comme telle, traitée comme telle, sollicitée pour mon avis et reconnue pour sa pertinence. Dans ce contexte, j'ai appris ce que signifiait être pleinement visible. C'était comme rentrer chez moi et entrer dans une pièce où je n'étais jamais entrée, mais que j'ai immédiatement reconnue. Daniel et moi ne nous sommes pas réconciliés rapidement ni facilement. Je ne prétendrai pas le contraire. Il y a eu d'autres conversations, parfois difficiles. Il a fait le travail qu'il avait promis de faire non sans quelques revers. Mais sincèrement, il a parlé à quelqu'un. Il a examiné des aspects de sa personnalité qu'il n'appréciait guère. Un soir, environ 2 mois plus tard, il m'a appelé et m'a dit quelque chose qui m'a surpris par sa justesse. « Je crois que j'avais peur de toi. Je crois que je t'ai minimisé parce qu'au fond de moi, je savais que si je te voyais vraiment, je serais obligé de me regarder en face. » Cette phrase était importante. Je ne suis pas revenu précipitamment. Je n'ai pas pardonné avant de le ressentir. J'ai pris tout le temps nécessaire. Et j'ai refusé de culpabiliser pour cela. Et je ne l'ai pas fait. Ce que je vais vous dire, c'est ceci. La Grace Taylor assis à cette table, vêtue de sa robe jaune, son verre d'eau à la main. Laissant le mot remplaçable faire son chemin sans réagir, cette femme savait quelque chose que les autres convives ignoraient. Elle savait qu'elle avait déjà fait son choix. Elle savait que le tableau avait une apparence totalement différente de ce que quiconque dans cette pièce pouvait comprendre. Elle savait que la chose la plus puissante qu'elle pouvait faire à ce moment-là était de ne rien faire. Non pas un silence par peur. Non pas un silence par faiblesse. Le silence comme stratégie. Le silence comme précision. Le silence de celui qui comprend qu'on ne répond pas à celui qui vous a sous-estimé. On continue simplement à construire. Et puis un jour, ils appellent. Et c'est à vous de décider si vous souhaitez répondre. Je voudrais vous laisser avec quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre, et que je porte désormais en moi aussi clairement que mon propre nom. Être sous-estimé n'est une blessure que si l'on accepte cette estimation. Si vous refusez de l'accepter, si vous rentrez chez vous et poursuivez votre chemin. Continuez à travailler. Continuez à accumuler des preuves de votre propre réalité. Cette sous-estimation ne vous diminue pas. Elle ne fait que retarder le moment où les autres rattraperont ce que vous savez déjà. Et ce délai, cet écart entre ce qu'ils croient et ce qui est réellement vrai, ce n'est pas un désavantage pour vous. Voilà votre levier. Je m'appelle Grace Taylor. J'ai 27 ans. Je suis associée, consultante senior dans l'un des cabinets de services financiers les plus réputés de ma région. Mon activité repose sur 4 années de travail acharné dont personne ne s'est soucié. Mes collègues qualifient mon esprit de précis. Et mes clients me font confiance à chaque étape de leur développement. Car ils savent de quoi je suis capable. Et un jour, à table, mon mari m'a dit que j'étais remplaçable. Il s'est trompé sur beaucoup de choses. Mais il s'est complètement trompé sur ce point.